Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les matins, je vous fais une vidéo des informations que j'ai regardées, de ce que je pense de la map, et aujourd'hui, bah écoutez, j'en pense pas grand chose, on est un peu dans le rouge, moi je vous l'ai dit, j'attends des replis sur divers tokens, par exemple sur Cosmos, là j'attends qu'on aille vers les 10 $. Pour le moment, rien de très intéressant à dire, on verra ensemble chaque graphique lors de mon analyse hebdomadaire de ce week-end. Donc on passe tout de suite avec une information intéressante qui est qu'aujourd'hui, et pendant 4 jours, chose qui arrive quasiment jamais, hein, c'est que à ce moment de l'année, il n'y aura pas d'activité sur les marchés financiers. Vous le voyez, hein, on est férié ici au niveau des marchés financiers, c'est vendredi saint, le 7 avril, et lundi, c'est lundi de Pâques, le 10 avril, donc il y a 4 jours de non-activité, et c'est pareil aux US. Enfin, aux US, ils ont que le vendredi, ils n'ont pas le lundi 10 avril, et donc vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'activité du coup sur les marchés financiers, et donc vraisemblablement assez peu d'activité sur les marchés crypto, même s'il y a quand même quelques news macro qui auront peut-être un impact, on verra ça au fil de la journée. On continue avec une news que je trouve intéressante, qu'on voit ici sur le journal du coin, qui nous dit un premier stablecoin émis par une banque, donc ça c'est quelque chose qui va arriver bientôt, et il sera brésilien. Donc c'est la banque BTG Pactual, qui est en fait déjà un peu impliquée dans le secteur crypto. Ils ont, je crois, un fonds autour du Bitcoin. C'est une banque d'investissement, donc c'est assez intéressant. C'est une banque qui est du coup non pas orientée client retail, donc comme vous et moi, mais plutôt entreprise, et qui du coup va proposer un stablecoin sur Polygon. Ça fait quand même parler encore de Polygon, et je trouve que c'est très très bien, très intéressant, avec bien évidemment un ratio de 1 pour 1 adossé au dollar. On l'aura compris, un stablecoin pour c'est souvent backé sur du dollar, et ce qui va être bon, c'est que la banque va garantir sa stabilité. Bien évidemment, ce sera un stablecoin entièrement tracé, hein, comprenez-le. Si vous passez par un stablecoin géré par une banque, vous ne pouvez pas vous attendre à être anonyme, vous devrez faire le KYC et tout ce qui va avec. C'est évident, et ça servira au tracking. Est-ce que c'est une arrivée des CBDC ou ce genre de choses? Peut-être, en tout cas, ça reste à mon avis une news intéressante, une news qui va quand même dans le sens de l'adoption globale des cryptos, et une news qui, je pense, est bonne à prendre et qui servira peut-être d'exemple pour nos pays européens qui sont un peu à la traîne de ce côté-là. On continue du coup avec ici un tweet de ProfShane qui nous dit le prix du BTC stagne depuis, sur les 28K, donc depuis bientôt 3 semaines, ça, bah oui, on peut bien le constater. Mais il nous dit en même temps, les réserves des échangeurs centralisés chutent. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a observé, et on va aller voir ça ensemble. Il nous dit les flux nets, donc les entrées moins les sorties, indiquent qu'il y a une accumulation qui prend place depuis début mars, et il nous parle d'un exode. Et donc comprenez une sortie des capitaux qui sont au sein des échangeurs centralisés, et donc les cryptos, notamment les bitcoins ici, vont ailleurs, donc sur des ledgers ou des échangeurs décentralisés. Donc il nous montre ici les transferts nets, et donc on voit qu'effectivement, hein, sur le mois, enfin sur les dernières semaines, là, on est effectivement plutôt dans le rouge, mais on voit que juste avant, on a eu une grosse période de vert, donc est-ce que c'est pas juste une compensation? Je me pose la question, parce que voilà, là, vous voyez, hein, là, il y a eu la chute de FTX, on a eu des très grosses sorties. Ça, c'est vraiment des très très grosses sorties. Oui, ça d'accord. Là aussi, quand il y a eu Terra Luna, ok. Mais ça reste beaucoup plus maîtrisé ici, là où on se trouve actuellement. Au final, est-ce que c'est pas juste une compensation de la zone qu'on a eue juste avant d'entrée? Donc ça, à vérifier quand même, mais la news est intéressante. Donc là, on a à peu près la même chose encore, hein, avec du coup en noir la courbe, le prix du Bitcoin qui monte. Donc quel impact ça peut avoir en fait sur le cours de Bitcoin, le fait que les échangeurs sont fuis? Bah, tout simplement, s'il y a moins d'échanges, tout simplement, il y a moins de possibilités de faire baisser le prix, hein, il y a moins d'offres. Donc potentiellement, ça peut favoriser la demande, ça peut augmenter un petit peu la rareté du token. En tout cas, on voit qu'effectivement, la balance des échangeurs est en baisse. Ça, effectivement, c'est incontestable. On voit bien la décorrélation là entre le prix du Bitcoin qui monte et du coup la quantité de Bitcoin sur les échangeurs qui est plutôt en baisse, hein. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Et ici, je trouve que c'est au final ça qui va être l'information la plus pertinente, la plus utile, c'est les tendances d'accumulation selon des cohortes. Donc les cohortes, en fait, c'est la taille de l'échantillon. Donc c'est ceux qui achètent plus que 10K, ceux qui achètent entre 1K et 10K, ceux qui achètent entre 100 et 1K, etc., etc. Donc uniquement sur le BTC. Et on voit en fait ici, plus on est vers le bleu, et plus du coup on achète. Plus on est vers le rouge, et moins on achète. Donc on voit que les gros n'achètent pas. Ceux qui achètent un peu moins ici
bah, ils sont en pleine phase d'achat, du coup, entre 100 et 10K, entre 100 dollars et 10K dollars. Donc c'est quand même très intéressant, et en fait, on voit qu'en fait, tout le reste achète beaucoup. Donc il y a quand même beaucoup d'achats qui ont lieu, et à côté de ça, du coup, un Bitcoin dont le prix a monté, c'est intéressant aussi. Mais si le prix stagne, ça veut bien dire qu'en face des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc voilà, c'était quand même un tweet sur lequel on pouvait un peu discuter et que je trouvais intéressant de vous partager. On continue. On continue avec une news ici qui est très intéressante, un lien potentiel entre GMX et Chainlink. Une proposition, pour être précis, de GMX de faire partager 1,2% de ses frais à Chainlink en échange, bien évidemment, d'un service de meilleure qualité au niveau de ce qu'ils proposent en termes d'Oracle. Donc Chainlink, on apprécie, on est dedans, on est investi, c'est un projet dans lequel je crois. GMX, c'est quelque chose que je surveille, donc vous avez ici le texte si vous voulez le vérifier. On peut du coup continuer ici avec les frais sur GMX, donc on n'a pas la légende, mais je suppose que c'est les frais sur GMX, c'est ce qu'il nous dit dans son texte, et globalement on voit qu'effectivement c'est fortement en hausse. Là on a dépassé les 100 millions au mois de mars de frais, et donc si Chainlink pouvait en récupérer ne serait-ce que 1 ou 2%, 1,2 c'est ce qu'on nous propose ici, ça ferait plus de 2 millions, entre 2 et 3 millions du coup, pour Chainlink en revenus, et ce serait du coup, enfin en revenus, oui c'est ça, en chiffre d'affaires, et donc ce serait vraiment, vraiment sympathique, vraiment agréable, parce que on regarde ici sur Defilama, alors je ne sais pas s'ils ont agrégé toutes les données, et les informations sont assez récentes, on voit qu'on a que mars et avril, donc c'est des données sur 30 jours, mais clairement les frais et revenus de Chainlink, c'est pas grand chose. En bleu, les frais, en jaune, du coup, les revenus, donc c'est le chiffre d'affaires, hein, les revenus, c'est du coup ce qu'ils ont réussi à vendre concrètement. On est sur rien, quoi. On est en milliers d'euros, vous voyez, 1000, 1200. C'est vraiment pas grand chose. Donc, quelques millions en plus, ça leur ferait beaucoup de bien. J'ai vraiment du mal à croire que ce soit ça, les revenus réels de Chainlink. Mais bon, toujours est-il qu'ils bénéficieraient certainement de cet accord-là, et donc j'espère pour eux que ça va se faire et qu'ils sauront s'en servir. Donc voilà, petit tweet pour montrer comment ils vont être copains, et je trouve que c'est très très bien. On continue avec un tweet de NFT God auquel je ne suis pas encore abonné, mais peut-être qu'on s'abonnera parce que, bah, écoutez, j'ai l'impression que ce qu'il me propose ici est intéressant, donc c'est arrivé dans mon tweet, dans mon fil d'actualité, sans vraiment que je le cherche, mais j'ai trouvé que c'était pertinent et de pourquoi pas vous le partager. Donc lui, il est plutôt orienté NFT, il y a un certain nombre de choses qui vont pas forcément nous concerner, mais il nous propose 23 dures réalités qu'il a apprises du Web3 et qu'il aurait aimé savoir il y a un an, du coup on suppose un an quand il a commencé à vraiment se mettre dedans. Encore une fois, je ne connais pas ce gars-là, hein, ça se trouve il est là depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est ce qu'il nous dit ici. Et donc je propose qu'on voit rapidement ensemble les 23 points, et que je vous donne mon avis en fait, vis-à-vis de ce qu'il peut dire. Donc la numéro 1, il nous dit, malheureusement, ce que les gens considèrent comme étant utile à 99% du temps, c'est est-ce que le prix va monter? Et donc c'est relativement vrai, c'est extrêmement vrai au niveau des NFT, hein. La plupart des gens veulent simplement quelque chose qui va valoir plus cher. C'est aussi vrai en général pour les tokens. On veut un token qui va aller plus haut. Personne ne va acheter un token parce qu'il est bien, parce qu'il est beau. Maintenant, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a aussi l'utilité. Il y a des gens qui achètent de l'ETH pour les frais de transaction, ce genre de choses. Donc, globalement, c'est vrai, mais pas que. Numéro 2, du coup, c'est juste une petite pique hein, vis-à-vis de la tenue, je pense, des développeurs. Bon, rien à dire là-dessus, à moins que je ne comprenne pas bien, ce qui est possible aussi. Donc là, numéro 3, je ne sais pas, quand il parle des compagnons, s'il fait référence aux autres personnes sur Twitter, aux autres influenceurs, et donc qui globalement ne lui permettent pas de gagner d'argent, ou s'il fait référence par exemple à certains services comme l'affiliation, et qui dirait qu'il ne gagne pas d'argent avec. C'est pas très très clair, je ne sais pas exactement ce qui est défini par companions, mais bon, ok, on va poursuivre. Au niveau de la numéro 4, il nous dit le floor price, donc le prix plancher en fait d'un projet, est quasiment toujours 100% dépendant de la hype qui a été générée dessus, et donc du média, du réseau social sur lequel il est développé, et donc de la capacité de communication de l'équipe, et ça c'est malheureusement vrai. On le voit sur beaucoup de projets que nous on a pu étudier, parce que lui il le dit pour les NFT, mais nous on la voit dans plein de projets du coup crypto. Il y a énormément de très bons projets qui sont pas assez mis en avant, qui sont pas bien mis en avant, qui n'ont pas une bonne équipe marketing, ou qui de toute façon, ou qui ne sont pas assez financés pour ça, et qui du coup peinent à être bien vus et à générer de la hype. Et donc à avoir en fait des gens qui investissent dessus. C'est vrai, les gens regardent beaucoup l'emballage, et pas tellement le dedans, même si nous on essaye de faire quelque chose de différent sur cette chaîne, c'est quand même ça la réalité. Il nous dit, en numéro 5, si on doit onboard, donc c'est-à-dire faire venir des gens dans le Web3, la technologie n'est pas encore assez bonne, et il nous dit, personne n'essaye de faire venir des gens dans l'IA. Alors, je ne suis pas
tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que pour le moment, c'est pas encore assez, entre guillemets, «sexy» pour attirer plein de gens. Je suis, globalement d'accord avec ça. Au niveau du Web3, c'est pas encore assez, développé. Par contre, au niveau de l'IA, il nous dit: «Personne essaye de onboard l'IA». Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a quand même énormément de vidéos, énormément de tweets du style: «Comment j'ai gagné, 50 000 € avec l'IA en 3 semaines? Comment améliorer votre business?» ceci, cela, et donc ça fait venir les gens dans l'IA. Donc il y a pas forcément beaucoup d'autres personnes qui vont développer des IA, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui vont venir s'en servir. Et donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Sixième point, il nous dit staking of NFT is just supply manipulation. Et c'est pas possible de le contredire sur ce point-là. Et c'est même vrai pour les tokens. C'est-à-dire que le staking, ça fait que vous bloquez en fait votre token, vous bloquez votre NFT, en échange de quoi vous allez gagner des récompenses. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que pendant la période où il est bloqué, il n'y a pas de pression sur l'offre, d'accord? Vous créez pas, vous n'allez pas le vendre, en fait, c'est juste ça. Vous stackez, donc vous ne le vendez pas, et donc vous créez un peu de la rareté. Potentiellement, ça vous permet en fait de stabiliser votre token. Donc voilà. Bon, après, lui, il dit dans le cadre des NFT, je suis pas du tout dans ce monde-là, donc je ne saurais pas donner plus d'informations de ce côté-là. Numéro 7, il nous dit globalement que la communication a le plus d'impact, tout simplement. Il nous dit announcement of announcement is better for price than actually realizing utility. Et donc globalement, les gens sont plus hype quand ils voient des annonces ou des annonces d'annonces, enfin globalement quand on leur communique des choses qui sautent aux yeux, qui brillent, plutôt que quand on leur donne des vraies fonctionnalités. C'est pas faux. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai que pour une majorité de gens, c'est l'impression que j'ai aussi. Il nous dit influencers, chilling project is almost always undisclosure advertising, et donc ça va devenir interdit, hein. Ça, c'est tout ce qui est publicité non mise en avant. C'est-à-dire que globalement, et il nous dit la même chose ici avec les alpha calls, donc attention avec ce genre de termes. Enfin, si vous savez pas que c'est bidon, ça, bah voilà, je vous le dis, il y a quand même de bonnes chances que les alpha calls soient pas si dingues que ça, sont souvent payés par les projets. Donc c'est tout un business en fait. Globalement, les projets qui veulent être mis en avant, parce que justement, il faut être mis en avant, on l'a dit ici, hein, il faut être mis en avant, et donc ils veulent être mis en avant, ils payent tout simplement des influenceurs qui vont du coup proposer leur projet. Et donc en général, ce sont des publicités qui sont rémunérées, et l'information n'est pas transmise, n'est pas transparente. Numéro 10, il y a des projets avec très peu de tweets, mais 100 000 abonnés, ils se foutent du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire en gros? C'est que globalement, c'est possible d'acheter un compte Twitter en fait. C'est possible d'acheter un compte Twitter sur lequel il y a déjà 100 000 abonnés et de lancer son projet comme ça. Attention avec ce genre de choses. Il nous dit tout ce qui compte, numéro 11, c'est le prix USD. Un ETH égale un ETH, pour le moment, ça vaut pas grand-chose. En gros, comment interpréter ça du coup? Moi, ce que je vois ici, c'est prends des profits quand tu peux en prendre. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je vous montre à travers ma méthode, moi, personnellement, que j'applique au travers de mon portefeuille crypto. C'est que oui, les projets peuvent rebaisser. Oui, ils peuvent aller à zéro. C'est une chose qui est possible. Et donc, moi, mon interprétation de cette phrase-là, c'est si je peux prendre des profits, je le ferai parce que ce qui a vraiment de la valeur pour le moment, ça reste les monnaies fiat. Numéro 12, quand un projet reporte une deadline, quand il ne respecte pas sa roadmap, il y a énormément de chances, il nous dit 100%, peut-être pas 100%, mais énormément de chances que ce soit le cas pour la prochaine deadline aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. Il nous dit au numéro 13, on ne va pas tous y arriver. Ok, ça peut être interprété de différentes façons. Ce que je vois, moi, dans cette phrase-là, c'est que les marchés financiers, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'on fait en NFT, ce qu'on fait sur le crypto, c'est la même chose, c'est des marchés financiers. À somme nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un achète, quelqu'un vend. Donc, je donne un exemple, vous achetez du BTC à 20 000, vous le revendez à 30 000, vous faites un profit. En face, la personne qui va l'acheter à 30 000 espère que le prix va remonter encore plus haut pour lui aussi faire un profit. Alors en fait, quand vous faites un profit, quelqu'un en face achète. Donc c'est pas forcément une perte pour lui, peut-être qu'il est juste d'accord pour acheter. Mais il y a une réalité qui est que les marchés financiers sont un jeu à somme nulle et que donc quand quelqu'un gagne, quelqu'un de l'autre côté perd, même si c'est pas forcément ressenti comme une perte à ce moment-là. C'est comme ça que moi je l'interprète. Il nous dit botting is a major issue in this space. Alors je sais pas ce qu'il veut dire par botting, donc je vais pas pouvoir malheureusement répondre sur cette 14e phrase. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Numéro 15, les conférences NFT sont beaucoup trop chères. C'est vrai, ça on l'a vu avec je crois que c'était la NFT Paris il y a quelques semaines. Numéro 16, il nous dit globalement, vu qu'il n'y a pas assez de demandes, les projets vont créer du burn parce que en fait, ça va permettre de stimuler l'activité du projet, ça va permettre de créer de la rareté, alors qu'en fait,
il n'y a pas une véritable utilité dans le token. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a plein de tokens qui ne sont pas utiles. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en tant qu'investisseur, nous, ça nous permet de potentiellement gagner de l'argent. Donc en tant que créateur de projet, je comprends qu'on ait cette vue-là. Par contre, en tant qu'investisseur, le burn, c'est vachement bien. Parce que si j'achète un token et que je sais que dans 10 ans, il y en aura moins que maintenant, bah, je suis beaucoup plus enclin à garder mes tokens. Et donc, il y a quand même ça crée des incentives, ça crée de la rareté. Et pour un investisseur, ce qui est notre position, ce qui est ma position, je pense que c'est intéressant, c'est utile. Donc là, je ne le rejoins pas forcément, même si par contre, sur le plan fondamental, sur le plan de la création de projet, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Il nous dit en numéro 17, les NFT as a product ne sont pas un modèle de gain viable. C'est essentiellement vrai. C'est-à-dire que juste vendre des NFT, c'est pas ok, c'est pas valable pour vivre en tant qu'entreprise. Je suis d'accord, à part dans le cas en fait de certaines grosses boîtes, par exemple, je pense à ApeCoin, pour qui ça marche bien. Mais on voit qu'ils font de la diversification. Mais bon, il y a quand même quelques contre-exemples. Il nous dit NFT Subscription Service make no sense. Alors je ne connais pas non plus, hein, les NFT Subscription Service, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas pouvoir développer là-dessus. Il nous dit Play to earn as a model doesn't work, et ça par contre je suis d'accord. Alors il met yet entre parenthèses, potentiellement on va y arriver. Je suis d'accord, j'ai beaucoup étudié ces modèles-là il y a un an et demi, quand c'était très à la mode, à la fin du bull market. Et globalement, on fonctionne sur des systèmes qui ressemblent à des Ponzi pour quasiment tous les projets. C'est-à-dire qu'il y a une émission de tokens, les gens en achètent, il y a de la hype, on crée un jeu dans lequel on va pouvoir gagner de l'argent. Donc en gros, il y a un investissement de base à faire, et après vous allez essayer de vous rentabiliser en gagnant des tokens via le jeu et en les revendant. Donc ça marche très bien tant qu'il y a des acheteurs, tant qu'il y a des nouveaux acheteurs, concrètement tant qu'il y a de l'argent frais, et dès qu'il n'y en a plus, en fait, le cours dégringole, les gens veulent plus jouer, il n'y a plus d'activité, et petit à petit, le modèle meurt. Malheureusement, ça a été observé dans quasi 100% des cas, voire 100% des cas, et du coup, effectivement, pour le moment, les modèles ne sont juste pas assez développés. C'est-à-dire qu'il faut plus d'incentives, il faut des trucs plus solides, il faut des modèles qui soient plus travaillés tout simplement en termes de tokenomique et de fonctionnement. Là, il y a un vrai gros travail, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il nous dit, et j'espère que les nouveaux gros jeux qui vont arriver sauront faire mieux. Numéro 20, les tendances de narrative dans le monde des NFT changent tous les 3 jours. Je veux bien le croire. Vu ce que je vois sur mes films Twitter, je veux bien le croire. Ça me surprend pas. Il nous dit Derivative Collection are never successful. C'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que c'est comme le modèle des NFT, des ventes de NFT qui ne seraient pas suffisantes. Par exemple, pour ApeCoin, quand ils font des séries dérivées, bah, je trouve que ça marche. Globalement, ça marche. Maintenant, je suppose que pour la plupart des plateformes, effectivement, ça marche beaucoup moins. Pour la plupart des projets, ça marche beaucoup moins. Il nous dit, numéro 22, et je pense que c'est un bon conseil, The best way to make money in Web3 is to build a sustainable business. Concrètement, travailler plutôt que trader. Et numéro 23, là c'est spécifique pour les projets NFT, mais bon, je pense qu'on peut l'utiliser pour d'autres. Si les fondateurs disent venir de Marvel, Disney et Netflix, courez. Donc je suppose qu'il a eu beaucoup de mauvaises expériences de ce genre de choses. Donc voilà, c'était intéressant, on va sûrement s'abonner à ce qu'il propose, juste pour voir s'il nous fait d'autres propositions de ce genre-là. On continue du coup avec ce qu'on regarde habituellement, les unlocks de tokens. On voit que pour aujourd'hui, il y en a 3. 10% ici pour DXP, donc Vela Exchange, intéressant. Il me semble que c'est sur Arbitrum et que ça existe depuis peu de temps. J'avais un peu utilisé le service pour voir, c'est un échangeur du coup. Et les frais sont un peu élevés, j'avais trouvé ça un peu contraignant. Deepcoin, 55% de la supply, c'est quand même pas négligeable, après je ne connais pas. Et Capital DAO, que je ne connais pas non plus, 18%, donc c'est quand même des grosses émissions. Mais voilà, des projets dans lesquels on n'est pas impliqué. On continue avec les levées de fonds, on voit qu'il y en a eu 2 hier, donc c'est pas grand chose. 4 millions et 4 millions, donc on va pas spécialement creuser les projets parce que ça fait vraiment pas beaucoup. Et la vidéo a déjà duré un petit peu. Donc on a L'or qui est du coup dans le co-ownership de plateforme, connais pas du tout. Multicoin Capital qui est derrière, et il y a Upside qui est dans 3-Layer Platform Providing ZK Rollup, ok, as a service. Donc ça c'est intéressant. ZK Rollup as a service, effectivement, faudrait voir ce qu'ils font. Peut-être un projet à creuser pour plus tard. Et donc derrière on a web3.com. Petite news avant de nous quitter, c'est Auchan qui se met au métaverse pour le recrutement. Donc c'est juste rigolo en soi, hein, ça change pas grand chose pour nous. Concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est que pour leur campagne de recrutement, pour attirer des alternants, ils ont créé en fait un mini-verse. Donc en fait, c'est un petit métaverse. Ça a été mis en place par 2 entreprises que je connais pas très bien, qui sont Commodal et Menzalab. Donc il faut savoir que Carrefour avait déjà fait ça
l'année dernière, et donc apparemment ça a bien marché, c'était plutôt fluide. Écoutez, pourquoi pas, c'est une news sympa. Et une autre news dans la news qui est pas inintéressante, c'est que Picard ici annonce lancer prochainement sa première collection de tokens, et quand vous comprenez token, comprenez surtout NFT. Donc je ne sais pas si ça mènera vraiment à quelque chose d'utile, mais écoutez, en tout cas c'est ce qu'ils font. Je pense que c'est aussi pour surfer sur la hype et attirer du monde, et ils ont raison de le faire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.